Hmm. Mais en même temps, là, je me tourne vers Alain Frachon. On a l'impression que quand la Chine s'affirme de plus en plus sur la scène internationale, elle ne s'affirme pas de la même manière que les Américains. Vous connaissez très bien les États-Unis. On a l'impression que ce n'est pas une politique hégémoniste que la Chine est en train de pratiquer. En ce sens-là, c'est encore une politique de profil bas. Oui, enfin, si vous demandez à un Vietnamien, je ne suis pas sûr qu'il vous fasse la même réponse non plus. Donc, on pourrait discuter aussi. Il faut se mettre aussi à la place de l'autre, toujours, quand on est journaliste, pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête d'un Vietnamien ou des pays qui ont des revendications territoriales avec la Chine. Mais c'est vrai, la Chine est tournée vers l'intérieur. Elle est encore largement tournée vers l'intérieur. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de très intéressant dans le projet de la route de la soie, c'est justement cette idée de prolonger par voie ferroviaire et routière la Chine vers l'Asie centrale, vers l'Europe, etc., etc. Ce faisant, la Chine entrera en conflit avec des pays, avec des régions. Je pense à la Russie, par exemple. Elle ne les évitera pas. Je pense que de ce point de vue, il n'y aura pas de miracle diplomatique. Mais c'est vrai, si vous comparez avec le missionnarisme ou cette espèce de volonté de bâtir un monde à l'image des États-Unis qu'ont eu les Américains, particulièrement intelligemment en 1945, si l'on peut dire, et de manière particulièrement absurde et négative et destructrice à partir de 2001 ou de 2002, 2003, comme vous voulez. Je pense à toutes ces interventions au Moyen-Orient, je pense à la Libye, dans laquelle il y avait aussi d'ailleurs des Français et des Britanniques. Évidemment que la Chine n'a pas le même profil que les États-Unis de ce point de vue. Ça, c'est vrai, si vous voulez, c'est vrai. D'ailleurs, dès que la période maoïste a été terminée, si vous voulez, dès que cette date repère que signalait tout à l'heure Soubo, 1978, lui, il rentre à l'université d'ailleurs, à ce moment-là. Eh bien, dès ce moment-là, Deng Xiaoping a cette idée, gardons un profil bas tant que nous ne sommes pas assez forts pour agir sur la scène internationale, si vous voulez. Dès ce moment-là, la Chine cesse la Chine a pratiqué une sorte de missionnarisme à l'américaine pendant le maoïsme. Ouais. La Chine essayait d'exporter son modèle. Elle essayait d'exporter son modèle dans le sud-est asiatique. Elle essayait de l'exporter en Afrique. Oui. Il y a eu une subversion comme ça. Il y a eu une politique de volontarisme d'exporter le modèle chinois à l'étranger. Mais dès ces dates-là, 76-78, avec Deng Xiaoping, c'est terminé. La Chine se concentre sur son développement extérieur. Et elle n'est pas du tout prosélyte. Elle ne dit jamais que son mode de gouvernance est bon pour l'étranger. Elle commence un peu à le suggérer aujourd'hui, si vous lisez bien le 19e rapport, le rapport du 19e congrès du Parti communiste en octobre 2017, si je ne me trompe. Moi, je l'ai lu attentivement, c'est un document passionnant, et il y a au moins esquissé entre les lignes ou une ou deux formules du président Xi Jinping qui dit peut-être que ce que nous avons réussi et la façon dont nous l'avons fait, ça pourrait aider des pays en développement, et je crois qu'il cite notamment l'Afrique. Mais c'est la première fois. Sinon, vous avez un pays qui ne prétend pas exporter son modèle de développement. Alors, je dirais qu'il peut l'exporter par l'exemple. Mais ça, il n'y a rien à redire à ça. Pourquoi ? Parce que l'Amérique aussi, l'Amérique est brillante quand elle est exemplaire. La France est brillante, non pas quand elle donne des leçons de morale, mais quand elle est exemplaire. C'est par l'exemplarité que vous générez un expansionnisme intelligent. Parce que l'expansionnisme, c'est quelque chose de naturel. Vous pensez que le monde sera plus harmonieux s'il vous ressemble un peu. Donc, si vous voulez, l'expansionnisme est quelque chose de naturel parmi les puissances. C'est peut-être naturel pour tous les pays qui sont puissants, non ? Ça va avec la puissance, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va avec la puissance d'une manière ou d'une autre. Une politique étrangère de profil bas, parce qu'à l'époque, la Chine était encore un pays pauvre et très peu puissant sur le plan international. Aujourd'hui,
Les choses ont changé. Non, moi je vois les choses autrement. Déjà, le profil bas, il faut l'interpréter dans le contexte chinois. Déjà, quand on parle de la diplomatie c'est quoi? C'est la prolongation de la politique intérieure. Donc, il y a la préoccupation intérieure de la Chine. La préoccupation des Chinois, c'est quoi? C'est le développement, c'est la prospérité, c'est gagner l'argent. Pour avoir une vie meilleure. On a déjà 400 millions des Chinois qui sont entrés dans la classe moyenne, mais encore des paysans qui n'ont pas profité de cette réforme, ils ne sont pas entrés dans cette classe moyenne. Mais comme vous venez de citer, il y a encore des défis. L'un des défis, c'est les écarts des revenus. Pour l'État, c'est le développement. Le développement, c'est une tâche primordiale. Donc, toute la politique étrangère qui accompagne cette préoccupation intérieure. Il faut être conscient que la Chine n'est jamais une puissance expansionniste ou hégémoniste comme les Américains dans l'histoire passée ou dans le futur. On n'a pas. Et puis, on est condamné de faire beaucoup d'efforts intérieurs. Quand on interprète une politique étrangère chinoise, il faut voir ce contexte. La Chine est tellement bien avec l'ordre mondial, avec cette mondialisation. Elle en profite. Pourquoi elle va changer sa stratégie? Moi, je pense que c'est un défi que nous devons relever. C'est-à-dire que les Chinois, la Chine, doit expliquer au monde que la prospérité économique chinoise profite au monde. Tout le monde travaille ensemble. Ça c'est la nouvelle Chine. Et la nouvelle Chine qui fait du bien à nos amis français. Il ne faut pas regarder de loin. Il y a deux états d'esprit, comme j'ai dit, celui des Américains et celui des Français. Moi, je pense que la Chine, ce n'est pas un pays parfait. Donc, il y a beaucoup de problèmes, des défis là. Mais encore une fois, la Chine incarne l'avenir. C'est pour ça que moi, dans mon livre, à la fin, j'ai mis la phrase de Manquer la Chine, c'est manquer l'avenir. Manquer l'avenir. Mais il faut voir tout. C'est quand même quelque chose de... Dernière question. Où va la Chine? Ou plutôt, dans quelle direction vous voulez qu'elle évolue? Suppos. Mais la Chine s'évolue comme le peuple souhaite, bien sûr, dans la modernité, dans la transparence, dans l'état normal, comme tous les pays là. Mais moi, je ne pense pas que la Chine se développe très vite dans le contexte européen, français, comme tous les amis qui souhaitent. La Chine a son passé, son histoire. La Chine vit dans cette transformation sociétale assez brutale, même violente, parce qu'il y a des envies de chacun. Moi, je vis ça. Mais l'avenir, il est magnifique. Il est magnifique. L'avenir, c'est un pays moderne, c'est un pays pacifique, c'est un pays qui se classe comme un pays comme la France, comme des pays modernisés. Et par exemple, quand j'étais petit, je n'ai jamais rêvé que je peux aller en France, hein, mais même quand j'ai appris français. Vous savez, j'ai un copain qui a dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si je peux venir en France, même si je suis mort, ça vaut la peine d'apprendre le français. Mourir pour apprendre le français. Parce que dans les années 80, c'est tellement loin, on ne peut pas penser venir en France. Mais maintenant, en l'espace de 40 ans, venir en France, c'est possible. Il y a déjà 3 millions de Chinois sont venus. Et l'année passée, presque 150 millions de Chinois sont sortis. Et la Chine intègre dans ce circuit mondial. La Chine qui se comporte comme un pays où on trouve l'emploi, on trouve beaucoup d'opportunités, notamment l'entrepreneuriat, l'innovation, tout ça. Donc pour moi, c'est un pays qui incarne le demain de l'histoire. Moi, je suis content quand j'ai écrit ce livre, quoi, parce que j'ai la chance de comparer la Chine du passé et la Chine actuelle. Dans votre livre, vous dites que pour beaucoup de Chinois, c'est l'intérêt suprême de la nation d'avoir un État fort et une société en sécurité. Vous pensez que la Chine va et devra rester un État centralisé et uni avec un pouvoir fort? Mais c'est une nécessité. Il faut être chinois pour comprendre ça. C'est ça le problème ici en France, qu'on ne comprend pas en Chine. Mais en Chine, vous savez, c'est 1,3 milliard de population, il y a des écarts de revenus, il y a des gens qui sont très riches, il y a des gens moins riches. Pour garder cette cohésion sociale, pour que tout le monde aille vers le même objectif, il faut un pouvoir fort. Et puis dans ce monde qui est plein d'incertitudes, il y a trop de changements à cause de l'environnement international, à cause aussi des progrès technologiques. On n'est pas sûr. Quand on n'est pas sûr, on a besoin de la protection, surtout le peuple. Moi, j'ai cette conclusion qui vient aussi de mes copains d'enfance.
même quelqu'un qui a un destin assez tragique, il s'appelle Qin Zhong, là, donc, même malgré son destin propre à lui, il m'a dit que je suis de toute façon, pour que la Chine soit un pays fort, il faut que le pouvoir fort. Moi, je pense que ça, c'est une nécessité. Alain Frachon, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je ne ferai pas de prophétie d'abord sur l'avenir parce que c'est pas mon travail. Ensuite, je partage assez l'opinion de l'ambassadeur Martin qui vient de raconter ses mémoires et qui a été 3 fois en poste en Chine. C'est que ça ne sert à rien d'essayer de faire pression sur la Chine en matière de gouvernance. Ça n'a pas d'impact. Alors, les pouvoirs forts évoluent, les pouvoirs forts sont vraiment forts lorsqu'ils ont confiance en eux-mêmes. Et les pouvoirs se crispent, ont des crispations autoritaires lorsqu'ils ont moins confiance en eux-mêmes. Mais c'est l'affaire des Chinois. C'est l'affaire des Chinois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les comprendre, justement, de les comprendre de l'intérieur. Pour ça, il faut écouter des Chinois de la génération Subo, nés en 1960. Il faut apprendre, les entendre parler de leurs parents et entendre ce qu'ils ont vécu, eux, dans leur vie d'adulte, comme extraordinaire transformation, quasiment une transmutation de leur destin personnel et de celui de leur pays. C'est plutôt ça qui m'intéresse, si vous voulez. Maintenant, voilà, moi, je suis français, je ne me cache pas derrière mes idées, si vous voulez. Je suis attaché à un tas de libertés telles que la France les conçoit et telles qu'elle les pratique. Mais voilà, est-ce que c'est pas mon job d'être dans la mission de vouloir les exporter d'une manière ou d'une autre. Mais je ne veux pas non plus les mettre sous la table. Tous les économistes disent que la Chine sera la première puissance mondiale. Alors, dans quelle direction vous voulez qu'elle évolue ? Écoutez, ça relève aussi un peu de la prophétie. Je pourrais vous dire que des banalités. Je souhaite qu'elle évolue sans qu'il y ait une guerre dans le Pacifique. Je souhaite qu'elle trouve un modus vivendi avec les États-Unis. Je ne suis pas sûr que la relation soit aussi bonne que ça avec la Russie. Je ne sais pas comment va se faire le compagnonnage en tête de l'économie mondiale avec l'Inde. Toutes ces questions-là vont se précipiter dans les 20 ou 40 années qui viennent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite qu'elles soient abordées de manière pacifique. De ce point de vue, l'histoire n'est pas forcément, ne vous rend pas forcément ni optimiste ni pessimiste. Mais voilà, après, vous pouvez que souhaiter cela. Vous ne pouvez naturellement, je n'exclus pas du tout que ça se passe bien. Non seulement je ne l'exclus pas, mais je le souhaite. Mais ce n'est pas des questions faciles à résoudre. Le compagnonnage en Asie avec l'Inde, le compagnonnage en Asie centrale avec la Russie, le compagnonnage dans le Pacifique avec l'autre puissance du Pacifique que sont les États-Unis. Tout ça, ce n'est pas des questions simples. Donc je souhaite qu'elles soient réglées de la manière la plus pacifique qui soit. Par rapport à votre pronostic, évidemment, moi je suis bien placé. Peut-être j'aurais aimé dire un mot, plutôt. Par exemple, Alain dit que moi j'ai vécu la Révolution, je suis de cette génération qui peut très bien comparer. Moi je pense que c'est un régime centralisé. Fort ou n'est pas fort, donc c'est un thème que les journalistes aiment bien employer. Mais la Chine a besoin de l'autorité. La Chine a besoin de la discipline. C'est la Chine aujourd'hui. Moi, j'ai discuté très souvent avec des amis français, surtout concernant la gouvernance, la démocratie. C'est un thème très cher d'ici. Si le PIB par habitant chinois, comme celui de la France, la méthodologie, la gouvernance changera. Moi, je suis certain. Il y a 50 ans, 60 ans, De Gaulle gère le pays. Ce n'est pas comme aujourd'hui le gouvernant qui gère. Le gère. Je ne citais pas les noms, mais le pays a été proclamé. C'est anecdote, mais c'était une histoire aussi. Par exemple, le ministre de l'Information et Alain Berfitz, il demande De Gaulle, qu'est-ce qu'on passe sur l'info à 20h mais c'est comme ça que le pays évolue. C'est vrai. C'est une réalité. Et vous avez des plans.
Hein, tout est calculé par les plans, et grâce à des plans que l'économie française développe. Et quand la Chine fait des plans, on est critiqué. Donc, c'est pas juste. C'est une notion du temps. Ça, c'est par rapport au régime. Donc, quand la Chine est aussi riche, quand donc nous avons des systèmes bien solides, l'éducation, par exemple, on a relevé des défis. Moi, je pense que la Chine sera un pays comme les autres. Il ne faut pas prendre les Chinois comme les autres, comme des Martiens. Hein. Les Chinois sont comme les Français, comme vous et moi, comme Alain Frachon, n'est-ce pas? Bien sûr, on n'a pas de distinction par rapport à notre aspiration de meilleure vie, tout ça. Mais par rapport à l'environnement international, ça c'est un défi. Moi, je suis conscient. J'étais quand même un ancien diplomate, j'ai vécu tout ça. Mais quand la Chine qui a expliqué bien, quand l'image de Chine qui est lisible, quand nous faisons un travail de communication pédagogique pour les Français, pour les Indiens, pour les Vietnamiens, moi je pense qu'il l'acceptera. Il n'y a pas de problème parce que l'Union européenne s'est fait comme ça. Donc la France se développe comme ça. Moi, je pense que si on a la volonté de travailler ensemble, on a des mécanismes pour dialoguer. Et on n'est pas dans le passé maintenant, on a beaucoup de mécanismes. Moi, je suis confiant qu'avec des mécanismes de dialogue, le multilatéralisme, on va aboutir à construire une belle image. Donc la Chine, pour moi, c'est qui incarne sans aucun doute l'avenir de l'humanité.